Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Madagascar en état d'urgence sanitaire face à la menace du Covid-19. Le gouvernement malgache a également décidé d'imposer un confinement, mais pas sur l'ensemble du territoire. Des mesures économiques de rigueur pour l'Algérie face à la chute des cours de pétrole. Parmi elles, la réduction des dépenses publiques et la facture des importations. Et enfin, discours du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, le 20 mars dernier. Face à la propagation du coronavirus, le dirigeant malgache a annoncé la suspension de toutes les compétitions. On le surnommait Papy Groove, le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango est décédé à l'âge de 86 ans des suites du Covid-19. La famille de l'artiste a confirmé son décès ce mardi 24 mars. Le 18 mars dernier, un communiqué publié sur sa page Facebook avait révélé son hospitalisation. Sa famille a également annoncé que ses obsèques se dérouleront dans la stricte intimité familiale et qu'un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible. À Madagascar, le gouvernement a décrété un état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire. Un confinement a également été imposé pour une durée de 15 jours, mais seulement pour la capitale Antananarivo, Toamasina et la région d'Analamanga. Pour le moment, 17 cas confirmés de coronavirus ont été détectés à Madagascar. Un sujet réalisé par Graziella Tchakounte et commenté par Ange Bijou Nomenio. Madagascar en état d'urgence sanitaire. La mesure décrétée ce dimanche par le président Andry Rajoelina a pris effet ce 23 mars 2020 et fait suite à l'enregistrement de 9 nouveaux cas de Covid-19 sur la Grande Île. Elle implique entre autres la réquisition des services publics et privés et le ravitaillement en eau et en électricité des services de santé. Pour les entreprises privées, il appartient aux responsables d'établir une méthodologie de travail permettant de continuer leurs activités comme il se doit, mais en accord avec les directives ministérielles. Il nous faut 15 jours pour évaluer notre capacité à maîtriser la propagation de cette maladie. Parallèlement, un confinement a été imposé, une disposition qui prévoit l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 5h et l'interdiction des transports en commun. Seuls les points de vente des produits de première nécessité peuvent rester ouverts. Sont concernés la capitale Antananarivo et la ville de Toamasina à l'est. Toutes ces mesures s'appliquent à Antananarivo et dans la région d'Analamanga et à Toamasina pour l'instant. Les mesures pour les autres villes seront prises au fur et à mesure en fonction des porteurs de virus s'ils arrivent en province, Rajoelina. Ceux qui ne respectent pas ces mesures vont subir des sanctions sévères. Une brigade spéciale contre le coronavirus a également été mise sur pied. Elle a pour mission de veiller au respect des consignes de confinement, de sanctionner si nécessaire et d'effectuer des tests sur près de 1000 personnes quotidiennement. À l'heure actuelle, Madagascar compte 12 cas confirmés de coronavirus. Le Niger annonce la mort d'Ibrahim Fakoura, chef djihadiste de Boko Haram. Il a été tué lors d'une opération dans les îles du lac Tchad menée par l'armée nigérienne du 10 au 16 mars dernier. Le chef djihadiste était impliqué dans plusieurs attaques perpétrées contre les civils et forces de l'ordre. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamanka-Besland et commenté par Aïssatou Bari. Fin de cavale pour le djihadiste Ibrahim Fakoura, une figure proue du groupe Boko Haram de la branche locale au Niger. Le ministère de la Défense a annoncé jeudi 19 mars avoir physiquement éliminé le réfractaire sanguinaire radicalisé lors d'une opération dans les îles du lac Tchad, dans le sud-est du pays, fief d'islamistes nigériens. Les éléments des forces armées nigériennes déployés dans la région de Difa ont mené une opération sur les îles nigériennes du lac Tchad du 10 au 16 mars. L'opération a permis d'éliminer Ibrahim Fakoura, un des chefs de faction de Boko Haram et plusieurs de ses compagnons. Ibrahim Fakoura est une figure de proue de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2015. Cette action militaire qui a facilité l'élimination de ce chef de faction djihadiste s'inscrit dans le cadre des opérations de la force multinationale mixte composée de soldats nigérians, tchadiens, béninois, camerounais et nigériens ont permis de stabiliser la situation au Niger. Mais les incidents restent fréquents.
Ibrahim Fakura a été l'auteur de kidnappings et d'attaques répétées contre les forces de défense et les civils. Vous savez, les organisations terroristes, c'est comme l'hydre grec, c'est-à-dire c'est des serpents à plusieurs têtes. Vous supprimez une tête, il y a une autre qui va pousser. Donc c'est pour dire que, en fait, le gouvernement est allé dans le triomphalisme. Il a sans doute éliminé un élément dangereux. Il a aussi sans doute gagné une bataille d'une journée, mais cela ne veut pas dire que c'est une victoire contre le terrorisme. Et moi, je suis convaincu que la seule victoire qui viendra contre le terrorisme sera la victoire qui sera obtenue à partir du dialogue. La région de Difa, située à l'extrême est du Niger, région frontalière du Nigeria, proche des frontières de Mali et de Burkina Faso, est minée par l'insécurité et la menace permanente de Boko Haram, actif au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Elle abrite 120 000 réfugiés fuyant les exactions du groupe djihadiste. 50 autres combattants ont été également neutralisés. L'Union européenne va à nouveau lancer une opération navale en Libye. Baptisée Irène, l'opération vise à contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Libye. Elle devrait succéder à Sophia, dont l'objectif était de lutter contre les passeurs de migrants et le trafic d'armes. Pour le moment, un accord doit être scellé avec l'Italie. Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, se dit optimiste. Il espère lancer la nouvelle opération d'ici la fin du mois de mars. J'espère que tout se passera dans la paix et la tranquillité. Ce sont les mots du président guinéen Alpha Condé ce 22 mars lors de l'ouverture des bureaux de vote pour le double scrutin, les élections législatives et le référendum sur la Constitution. Mais l'opposition et la société civile ont appelé au boycott du scrutin. Un scrutin marqué par des heurts entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. Un sujet réalisé par Graziella Tchakounte et commenté par Victoria Seji. Des urnes à moitié vides, des bulletins de vote calcinés, des routes jonchées de pneus brûlés. En Guinée, le référendum constitutionnel et les élections législatives, boycottées par l'opposition et contestées par la communauté internationale, ont été émaillés de violence. Le bilan est lourd. 10 morts selon le Front national de défense de la Constitution, 4 selon le ministère de la Sécurité, dont 2 des suites d'un accident et par arrêt cardiaque. Le vaillant peuple de Guinée ne s'est pas laissé faire. Une fois de plus, il a démontré sa traditionnelle bravoure. Fidèle à sa constitution qui lui est prescrit en son article 21, la résistance à l'oppression, il s'est levé avec courage pour dire non et 1000 fois non plutôt qu'une à cette forfaiture. Il a bravé les balles des forces de l'ordre qui ont arrêté massivement, tiré aveuglement, molesté cruellement, tuant au moins 10 personnes et blessant par balles plusieurs dizaines. Le vote avait pourtant commencé à l'heure. 8 heures locales et dans le calme. Mais très vite, des affrontements sont survenus entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre, notamment dans des quartiers de Conakry comme Ratoma, Koza, Amdalaï, Dar es Salaam et Lambani. Des troubles ont également été observés à Mamou dans le centre et à Boké dans l'ouest. Les observateurs évoquent d'ores et déjà une abstention record. La Guinée n'a jamais connu une élection aussi contestée et rejetée. Et l'autre chose, la crédibilité du scrutin n'est plus à débattre. Avec ce rejet, avec les contestations, avec le taux de participation assez faible, je pense qu'aujourd'hui, la future Assemblée nationale qui va siéger connaîtra de sérieux problèmes de reconnaissance à l'interne, mais aussi des difficultés de collaboration à l'international. Les autorités annoncent l'interpellation de plusieurs individus accusés de troubles à l'ordre public, détention et utilisation d'armes à feu ou encore destruction de biens privés et publics. Pas de quoi décourager le collectif de l'opposition et de la société civile qui appelle à intensifier les manifestations avec le même objectif, empêcher le président Alpha Condé de se frayer un chemin vers un éventuel 3e mandat. Et le bilan officiel de ces violences, selon le gouvernement, s'élève à 6 morts. Le Front national de défense de la Constitution estime quant à lui qu'il y en aurait 14.
Un conseil des ministres avait lieu ce dimanche 22 mars en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a instruit plusieurs mesures devant répondre à l'effondrement des prix du pétrole, une chute des cours du brut induite par la pandémie du coronavirus. Les dispositions sanitaires ont d'ailleurs été réaffirmées à cette occasion. L'Algérie qui est passée au stade 3 de l'épidémie. Un sujet réalisé par Fanny Mounichi et commenté par Ange Bijou-Nomenio. Des mesures avec prise d'effet immédiate. C'est ce qui a été décidé ce dimanche 22 mars lors du Conseil des ministres présidé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, avec notamment des nouvelles dispositions contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Des mesures appliquées à travers le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des centres frontaliers terrestres, maritimes et aériens, la sauvegarde de la réserve nationale stratégique en produits médicaux, la définition des hôpitaux pouvant transférer leurs lits en lits de réanimation en cas de nécessité. La pandémie de coronavirus avec un impact sanitaire, mais également économique, avec comme effet de faire chuter le prix du pétrole. L'Algérie, pays producteur, tire une grande partie de ses revenus des recettes de l'or noir. D'où la décision des autorités algériennes de réduire les dépenses publiques, mais aussi de réduire la facture des importations de 41 à 31 milliards de dollars. La chute des prix va continuer. Elle va continuer parce que derrière, le marché est au ralenti. Les gens achètent du pétrole parce qu'ils l'utilisent. Or, il se passe que de manière globale, on va sur la période avril-mai 2020 dans une situation de surcapacité. Cette surcapacité, quel que soit le niveau où l'on maintient les prix, fait en sorte qu'il n'y aura plus bientôt la possibilité de stocker le pétrole qui va être vendu. Aujourd'hui, il me semble que les pays africains producteurs de pétrole doivent commencer déjà à réfléchir à une stratégie de sortie de crise hors pétrole. D'autres mesures ont également été annoncées dans le but de diversifier les sources de financement. Certains grands projets vont être suspendus. Les investissements de la Sonatrach, la Société publique des hydrocarbures, seront divisés par 2. Et le président algérien a demandé l'accélération du processus de collecte des impôts et taxes. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a déclaré prendre ses responsabilités face à la propagation du Covid-19. Dans son discours prononcé le 20 mars dernier, il a annoncé la suspension de toutes les compétitions. Un report des éliminatoires de la CAN 2021 et du Tchad 2020 est aussi prévu. Le successeur d'Issa Hayatou a joué la carte de la prévention. Il appelle au respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19. Je vous propose de l'écouter. Chères toutes, chers tous, ces derniers jours ont été éprouvants pour l'Afrique et le monde. La pandémie du Covid-19 a désorganisé tous les sports de toutes les nations. En Afrique, de plus en plus de confinements et de fermetures sont constatés dans nos associations membres. La CAF organise le football, la première passion de notre continent. Mais son action va bien au-delà. Elle doit aider au développement et à la lutte contre les fléaux qui menacent notre continent et l'humanité. Elle doit être un exemple de progrès. C'est dans cette optique que nous avons pris des décisions importantes pour limiter les risques et la propagation du virus. Nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes les compétitions, dont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et le championnat d'Afrique des Nations Total prévu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. De même, la 42e Assemblée générale prévue au même moment à Yaoundé a été reporté à une date encore indéfinie. Le personnel travaillant au siège de la CAF a été invité à travailler à domicile depuis ce matin et jusqu'à la fin du mois de mars au minimum. Je sais la déception des millions de supporters africains, mais protéger la santé des joueurs, des officiels, partenaires et surtout des publics est la priorité. Cette crise sanitaire restera dans l'histoire. C'est une lutte menée par le monde entier et pour ma part, je souhaite que l'Afrique y joue un rôle exemplaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.